Irène s'est réveillée à cause d'un appel. Dans l'obscurité de la chambre, le téléphone brillait d'un blanc froid et rectangulaire. Son mari était parti en déplacement professionnel pour 3 jours. Donc, c'était forcément pour elle qu'on appelait. Il faudrait répondre. L'heure sur l'écran sentait le malheur. Les appels nocturnes font peur. Sans raison sérieuse, personne ne dérange à cette heure. Et si ça sonnait, c'est que quelque chose de grave était arrivé. Irène tendit la main, chercha le téléphone à tâtons et regarda l'écran. C'était Mathieu, le locataire qu'elle avait installé dans l'appartement de sa mère. Qu'est-ce qu'il y avait encore ? Un tuyau avait pété ? Un incendie ? Un mur effondré ? Ce garçon s'était révélé collant. Il appelait souvent et se plaignait. « Oui, Mathieu, qu'est-ce qui se passe ?»« Irène, » dit la voix au bout du fil, et elle cessa aussitôt d'être agacée, se redressant dans le lit. La voix n'était pas simplement effrayée. On y sentait vibrer une peur enfantine, hystérique, un peu honteuse pour un homme adulte. « Vous allez mal ? Venez, je vous en prie. Je vous en supplie. Je veux partir d'ici, mais je n'arrive pas à sortir. »« Comment ça, vous n'arrivez pas ? » ?»« La porte est coincée. Il ne me laisse pas. Il ne me laisse pas sortir. » Mathieu se mit à respirer vite, par saccades, et sanglota. « Je vous en prie, quelqu'un s'est introduit dans l'appartement. »« Vous avez appelé la police ?» Il eut un petit rire sec. « Quelle police ? Ce n'est même pas un être humain, mais il est là. » Et c'était un jeune homme en bonne santé, informaticien ou je ne sais quoi, poli, calme, avec un sourire rare et une barbe soignée, qui travaillait de chez lui, qui avait loué l'appartement d'Irène. Et voilà maintenant ce qui se passait. Il n'aurait pas bu par hasard. Mathieu sembla deviner ce qu'elle pensait et dit « Ne croyez pas ça, je ne bois pas, rien de tel. » Sa voix se brisa. « C'est votre appartement. Vous devez savoir quoi faire maintenant. Venez, aidez-moi. Il faut que vous veniez. J'arrive, » dit-elle brièvement en se levant du lit. L'appartement de sa mère n'était pas loin, 10 minutes en voiture, sans embouteillage. Et la nuit, quels embouteillages. Irène enfila un jean, un pull, saisit ses clés. Dans l'entrée, enlaçant ses baskets, elle croisa son reflet dans le miroir. Visage froissé, pâle, inquiet, cheveux ébouriffés. Une femme adulte qui s'apprête à aller en pleine nuit chez un homme qu'elle connaît à peine, parce que celui-ci a peur de rester seul dans l'appartement. Elle se souvint qu'elle avait pensé à peu près la même chose à propos de sa mère. C'était affreux, bien sûr, mais c'était la réalité. Vers la fin de sa vie, sa mère s'était mise à se comporter étrangement, avait perdu toute mesure, faisait des choses insensées. Irène éteignit brusquement la lumière et sortit de l'appartement. L'immeuble où sa mère avait vécu autrefois se dressait au fond d'une cour, coincée entre 2 autres bâtiments de 5 étages. C'était verdoyant, silencieux, un peu sombre. Il avait plu récemment, et l'asphalte, sous la lumière des lampadaires, brillait comme une toile cirée noire et mouillée. Dans certaines fenêtres, la lumière brûlait encore. Qui dort à cette heure ? Personne. C'était l'heure du loup, cette tranche de nuit où même les plus paisibles sentent la mort rôder tout près, où les nourrissons hurlent sans raison et où les vieillards, eux, ne ferment plus l'œil du tout. Irène se gara devant l'entrée, coupa le moteur, sortit de la voiture. Au 2e étage, dans l'appartement de sa mère, le sien désormais. Une fenêtre était éclairée. Le hall sentait l'humidité. La porte claqua trop fort derrière Irène, assourdissante. Il aurait fallu la retenir. Devant la bonne porte,
Elle s'arrêta et tendit l'oreille. À l'intérieur, le silence. Irène appuya sur la sonnette. Une brève trille résonna, couina, puis mourut dans l'appartement comme un oiseau tombé dans une cheminée. Personne n'ouvrit. Irène sonna encore une fois, puis frappa. « Mathieu, c'est moi. Ouvrez, allez. Vous m'avez demandé de venir. » Elle allait déjà sortir sa propre clé quand, derrière la porte, quelque chose remua, se retourna lourdement. On entendit un traînement de pas lent et pesant. Quelqu'un s'approchait de la porte, comme si ce court trajet exigeait un effort immense. Le premier verrou cliqueta, une clé tourna dans la seconde serrure. La porte s'entr'ouvrit d'une largeur de main, et Irène vit Mathieu sur le seuil. Elle ne comprit pas tout de suite ce qui n'allait pas chez lui. Le visage semblait le même. Cheveux châtains, joues maigres, courte barbe. Mais on aurait dit qu'il avait rétréci à l'intérieur de sa propre peau, qui pendait désormais en plis. Le dos voûté, les épaules tombantes, la tête projetée en avant, les yeux devenus troubles, mécontents. Et Mathieu ne le regardait pas du tout avec peur, mais avec un regard mauvais et plissé, celui d'un propriétaire. « Pourquoi vous n'arrêtez pas de sonner ?» dit-il d'une voix rauque, grincheuse, étrangère, où perçait une amertume sénile et acide envers tout ce qui vivait. C'est la nuit. Les gens n'ont plus de repos. Ça rôde sans arrêt par ici. Irène recula d'un pas. C'était insensé, mais ce n'était pas Mathieu qui lui parlait. Bientôt, nous découvrirons la suite de cette histoire. En attendant, mettez un pouce bleu. Cela aide énormément à faire connaître cette histoire. Laissez aussi vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer les nouvelles histoires effrayantes sur ma chaîne. Merci de votre attention. Continuons. Sa mère était morte fin mars. Ces derniers jours, elle ne se levait presque plus, allongée dans sa chambre d'hôpital près de la fenêtre, toute petite, desséchée, les mains transparentes posées sur la couverture. Sur la table de chevet trônait une icône, à côté une tasse d'eau, un téléphone, un paquet de mouchoirs, des lunettes. Irène venait après le travail et apportait de la nourriture. De la viande mijotée, du poulet, les fromages blancs préférés de sa mère, des mandarines. Mais elle ne mangeait presque rien, ne parlait pas à sa fille, ni à personne d'ailleurs. Elle n'avait plus de force. Depuis la mort du père, la mère avait beaucoup changé. Le père était mort 8 ans plus tôt, et elle n'avait jamais appris à vivre seule. Avant cela, ils vivaient tous les trois dans un grand appartement au haut plafond, avec de lourds rideaux et un long couloir dans lequel Irène, enfant, faisait du vélo. 1 an après les funérailles, la mère décida de vendre l'appartement. Irène allait se marier, son futur mari venait d'une autre ville. Il ne restait pas beaucoup d'options. Soit louer un logement, soit vivre avec sa mère et abîmer inévitablement leur relation. La mère acheta à Irène un 2 pièces et prit pour elle-même un studio. Irène avait alors pleuré de gratitude, et sa mère aussi semblait satisfaite. Dans l'ancien appartement, le fantôme du mari défunt était constamment présent auprès d'elle. Elle n'arrivait pas à surmonter le deuil, à faire son deuil de cette perte. Mais peu après avoir emménagé dans son nouveau logement, elle sembla se retirer du monde, pas à pas. Au début, tout allait normalement. L'appartement était accueillant. Une petite cuisine, une entrée étroite, une pièce avec 2 fenêtres. L'immeuble était vieux mais solide, les voisins convenables, la cour bien tenue. La mère y transporta ses meubles, accrocha des photographies,
rangea des livres. Mais peu à peu, l'appartement se mit à se couvrir d'objets, comme un étang se couvre de lentilles d'eau. D'abord une commode superflue, puis une armoire inutile, puis des supports, des tiroirs, des tapis, des cartons, de la vaisselle, des bibelots. Les objets n'étaient pas toujours neufs. Le plus souvent, ils venaient de brocantes, voire des poubelles, soupçonnait Irène. « Maman, mais pourquoi tu gardes tout ça ? Ça ne fait qu'accumuler la poussière. Laisse-le là. Laisse-le, ça ne dérange pas. » Au fil des années, Irène avait entendu cette phrase des centaines de fois. Que le tabouret bancal reste. Que les journaux restent aussi, même si personne ne les lit. Que les vêtements restent, même déchirés, hors d'usage, trop petits. Que des bocaux s'entassent sous le lit, qu'un coin soit encombré d'une étagère croulant sous le bric-à-brac, que des pots sans fleurs traînent sur le rebord de la fenêtre, que des valises s'empilent sur les armoires, remplies de sacs et de paquets. Irène avait supplié, s'était fâchée, avait fait la morale, puis avait eu honte de sa propre colère. Elle était l'enfant tardif de sa mère. Celle-ci vieillissait, devenait de plus en plus têtue et anxieuse. Ces 2 dernières années, il ne restait dans l'appartement que d'étroits passages, de la porte d'entrée à la cuisine, de la cuisine à la salle de bain, du canapé à la fenêtre. Impossible d'ouvrir complètement une armoire, les cartons en empêchaient l'accès. Impossible d'approcher des fenêtres. Et pour s'asseoir à table, il fallait déplacer une pile de journaux. « Maman, on ne peut pas vivre comme ça. Tu étouffes toi-même ici. Ne dis pas de bêtises et ne touche à rien. » Elle refusait aussi d'aller chez le médecin, ne voulait pas aborder le sujet. Pourtant, c'était évident, et Irène avait lu à ce propos sur Internet, que sa mère ne supportait pas la solitude, n'avait pas surmonté la mort de son mari, et s'accrochait donc aux objets. Il créait l'illusion qu'une vie pleine existait encore. Irène avait eu l'idée de venir vivre avec sa mère, mais la peur l'en avait empêchée. Comment son mari et elle s'en sortiraient-ils si une personne âgée, pas tout à fait saine d'esprit, vivait avec eux jour et nuit ? L'idée qu'elle trahissait sa propre mère la rendait malade, vraiment malade. Mais aucune issue ne semblait possible. Elles avaient donc continué à vivre ainsi. Puis, à l'hôpital, déjà sur son lit de mort, la mère avait soudain saisi la main de sa fille. « Irène, écoute-moi. Je sais. Tu as pensé que j'avais perdu la tête. Ne le nie pas. N'importe qui aurait pensé pareil à ta place. Je comprends tout. Je t'expliquerai bien, mais tu ne me croirais pas de toute façon. Et même maintenant, tu ne me croiras sans doute pas. Mais je vais quand même te le dire. Quand je ne serai plus là non plus, ne laisse pas l'appartement vide. Maman, je ne te demande pas de garder mes affaires, poursuivit la mère en élevant la voix. Bien sûr que tu jetteras tout, je n'y vois pas d'objection. Mais ne jette pas tout d'un coup. Tu comprends, quand tu sors mes affaires, remplace-les petit à petit par les tiennes, pour qu'il ne reste pas de vide. C'est dangereux. D'accord, d'accord, dit Irène. Tu promets juste pour que je te lâche, dit la mère avec lassitude, pour ne pas s'énerver. Tu comprendras plus tard, mais ce sera trop tard. Ne lui laisse pas de place. Il attend. Il est toujours prêt. Irène sentit monter en elle une sourde irritation, mêlée de honte et d'amertume. Quel genre de personne était-elle donc ? Sa mère bien-aimée était en train de mourir, et elle s'agaçait. Mais d'un autre côté, combien de temps pouvait-on écouter la même chose, même à un moment pareil ? 2 jours plus tard, sa mère mourut.
Après l'avoir enterré, Irène ne put se résoudre à retourner dans l'appartement pendant près d'1 mois. Puis elle rassembla son courage et s'y rendit, munie de sacs poubelles noirs, de gants, bien décidée à en finir avec cette histoire le plus vite possible. Les affaires de sa mère se tenaient debout, étaient posées, suspendues, débordaient de chaque recoin. Dans l'entrée, sur le porte-manteau, de vieux manteaux et vestes. En dessous, des chaussures. À côté, des cartons. Dans la cuisine, des bocaux, des chiffons, des piles d'assiettes, des casseroles sans couvercle. Dans la pièce, un canapé, une armoire, encore une armoire, un fauteuil, des chaises, des ballots, des valises, des sacs, des étagères, des rayonnages. Irène se tenait au milieu de ce labyrinthe étroit et poussiéreux, et il lui semblait que sa mère n'était pas morte, mais s'était dissoute dans tous ces objets. « Non », murmura-t-elle à voix haute. « Pardon, maman, mais non. » Des déménageurs engagés pour l'occasion arrivèrent. 2 hommes, l'un jeune et maigre, avec un tatouage dans le cou, l'autre plus âgé, corpulent, silencieux, le visage rouge. Ils virent l'appartement, échangèrent un regard, ne dirent rien. Les sacs se remplissaient les uns après les autres. Irène essaya d'abord de regarder ce qu'elle jetait, puis y renonça, sinon le processus aurait duré des mois. Elle garda les papiers, les photographies, les livres, les bijoux, quelques châles de sa mère, des souvenirs familiers depuis l'enfance. Le reste, sans regret, finissait dans les gueules béantes des sacs. Les déménageurs, en grognant, traînaient les meubles vétustes jusqu'aux poubelles. L'appartement se transformait à vue d'œil. Plus l'espace se libérait, plus Irène avait envie de pleurer. Non pas de chagrin, mais de soulagement, comme si elle vidait enfin le pus d'un immense abcès qui avait mûri pendant des années. Il ne restait dans l'appartement que le canapé, l'ensemble de cuisine, la table, 2 chaises, une armoire et une commode dans l'entrée. L'espace résonnait. Pour la première fois depuis des années, on pouvait traverser la pièce, de la fenêtre à la porte, en ligne droite. Le déménageur corpulent s'essuya le front d'un revers de manche et lâcha un petit rire. « Voilà, c'est déjà bien différent, madame. » Ils rassemblèrent leurs outils et se dirigèrent vers la sortie. Mais le jeune s'arrêta soudain sur le seuil et regarda Irène. « Vous allez dire que je suis fou, mais... c'est quoi ça? Un vieil homme vivait ici? Non, ma mère vivait seule. » Le déménageur secoua la tête et éclata de rire. « J'ai cru voir un fantôme. Genre, vous savez, un petit vieux debout près de la fenêtre. Bon, oubliez ça. » Le garçon sourit, gêné, et s'en alla à la suite de son collègue. Irène se dit que cela avait dû lui sembler, tout simplement. Bien sûr, une illusion, quoi d'autre? Sauf que les mots de sa mère lui revinrent mal à propos. Ne lui laisse pas de place. Il attend, il est toujours prêt. Irène sortit de l'appartement et en fermant la porte à clé, entendit une toux sèche. Ça venait de l'appartement de sa mère? Non, c'était impossible. Ça venait des voisins. Un locataire, Mathieu, se trouva rapidement. L'annonce n'était restée en ligne que 2 jours à peine. Il vint visiter l'appartement le soir. Le regard intelligent, des vêtements soignés, un sac à dos sur les épaules. Il était poli, expliqua qu'il vivait seul, n'avait pas d'animaux, travaillait à distance, pas de soirée bruyante ni de fête nocturne. « Très bien, c'est libre », dit-il en observant la pièce. On s'est mis d'accord vite. Mathieu versa la caution, reçut les clés, dit qu'il emménagerait samedi.
Irène était contente. L'appartement, débarrassé de tout ce fatras, allait rapporter de l'argent, et le locataire semblait agréable et apparemment honnête. Les premiers jours, tout se passa parfaitement. Environ une semaine plus tard, un message arriva. « Irène, bonjour. Vous n'êtes pas passée en mon absence ? Ou peut-être qu'un de vos proches a un double des clés et est venu chez moi ?» Irène répondit que seule elle possédait un double des clés et que bien sûr elle ne se présenterait jamais sans prévenir. J'ai eu l'impression que quelqu'un était venu et cette nuit la porte a comme claqué. Ça m'a réveillée. Sûrement les voisins. Désolée du dérangement, je voulais juste vérifier, répondit-il, suivi d'un emoji souriant. Quelques jours plus tard, Mathieu signala qu'il avait entendu une toux dans la cuisine pendant la nuit. Puis il écrivit que la fenêtre de la pièce s'était refermée toute seule, alors qu'en partant, il l'avait laissée entr'ouverte pour aérer. Irène ne savait pas comment réagir, se contentait de phrases vagues, bien que la paranoïa de son locataire commençât sérieusement à la lasser. Quelque temps après, Mathieu affirma que l'appartement sentait parfois le tabac. Sa mère ne fumait pas. Son père, oui, mais il n'avait jamais vécu dans cet appartement. Et de toute façon, Irène commençait à s'agacer de plus en plus. Mathieu lui semblait un locataire de moins en moins commode. Non mais quelle sensibilité! Tantôt ça souffle, tantôt ça sent, tantôt c'est bruyant. J'aurais dû louer à un couple, pensait-elle. Eux, au moins, se seraient occupés l'un de l'autre et auraient prêté moins attention au moindre bruit. Vers la fin du mois, Mathieu appela et demanda à ce qu'elle vienne. Il affirma vouloir lui montrer quelque chose. Irène vint après le travail. Mathieu avait mauvaise mine. Des cernes sous les yeux, les cheveux ébouriffés, une barbe naissante sur le menton. L'appartement était propre. Contre le mur était apparu un bureau avec un ordinateur portable et un fauteuil de bureau. Et près de la fenêtre se trouvait une chaise. C'est vers elle que Mathieu pointait le doigt. « Regardez, je n'y ai volontairement pas touché. Cette chaise vient de la cuisine. Elle s'est retrouvée ici. Elle est placée comme si quelqu'un aimait s'asseoir là et regarder par la fenêtre. Mais ce quelqu'un, ce n'est pas moi. Je ne l'aurais jamais placée ainsi. » Mathieu était visiblement inquiet. Était-il malade ? Il l'avait fait venir pour lui montrer une chaise qu'il aurait très bien pu déplacer lui-même et oublier. Mais ce n'était, semble-t-il, qu'un début. Je me suis réveillée tôt le matin et j'ai vu cette chaise. Et dessus, le garçon jeta à Irène un regard traqué. Il y avait quelqu'un assis, un vieil homme. Je l'ai vu pendant une fraction de seconde, puis il a disparu, mais la chaise est restée. Irène voulut dire que c'était un rêve, mais Mathieu passa la main sur son visage, puis pointa du doigt un coin de la pièce et demanda « Il y avait bien une armoire là, avant ?»« Oui, » répondit prudemment Irène. Comment avait-il pu deviner cela ? J'ai rêvé d'une femme âgée. Elle avait les cheveux courts, en brosse, et elle m'a dit qu'on avait eu tort d'enlever l'armoire, qu'elle se plaçait bien dans ce coin. La tête d'Irène se mit à tourner. Sa mère avait les cheveux gris coupés courts. Il y avait bien eu une armoire, et elle aurait très bien pu dire exactement cela. Irène quitta précipitamment l'appartement, écourtant la conversation et promettant de s'en occuper. En réalité, elle ne savait pas quoi régler ici. Un locataire pas tout à fait sain d'esprit, ses propres nerfs, ou peut-être le délire de sa mère, qui, pour une raison ou une autre, se mettait à transparaître à travers la vie normale, comme une vieille tache transperce une peinture fraîche.
Elle sortit en courant de l'immeuble, manquant de renverser sa voisine, Clara, une petite femme menue. « Excusez-moi, je ne voulais pas. »« Ce n'est rien, » répondit la voisine en la fixant longuement. « Vous n'avez plus de visage. Quelque chose vous a fait peur ? Une perspicacité étonnante. Tout va bien. C'est dommage d'avoir tout sorti de l'appartement. Il ne manquait plus que la voisine se mette à répéter son disque rayé et à faire la leçon sur comment vivre et quoi faire. Excusez-moi, mais je sais mieux que vous. Ce n'était pas un logement là-bas, mais un entrepôt. Ma mère, ces dernières années, avait un peu perdu la tête. Votre mère avait la tête bien plus solide que beaucoup de gens, coupa la voisine. Elle se débrouillait comme elle pouvait. Une femme courageuse. Elle n'a jamais rien dit à personne, ne s'est jamais plainte, dès qu'elle a compris de quoi il s'agissait. Elle s'est mise à penser que c'était son devoir d'être la gardienne, de ne pas le laisser sortir. Les autres, eux, pourraient ne pas s'en rendre compte. Elle voulait vous le dire, elle a voulu vous le dire tant de fois, mais elle était sûre que vous n'y croiriez pas. Croire à quoi ? Clara se pencha plus près et parla à voix basse. Avant votre mère, c'est monsieur Grégoire qui vivait dans cet appartement. Un homme seul, très méchant. Tout le dérangeait. Les enfants dans la cour, les voisins, l'ascenseur le dérangeait. Les pigeons sur le rebord, les chiens. Il tapait sur les radiateurs, écoutait aux portes, restait assis des heures à la fenêtre, fixait les gens comme en faction, cherchait quoi reprocher à tout le monde. Collant en plus, toujours à faire la morale, à parler sans arrêt. Puis il est mort. Il avait dans les 70 ans passés. Bref, il est mort, et il est resté là. On ne s'en est pas aperçu tout de suite. C'est quand l'odeur est arrivée qu'on a fini par ouvrir l'appartement. On l'a enterré, bien sûr, sans messe. On l'a mis en terre au cimetière du coin. Et voilà, Clara se signa rapidement, à petits gestes pressés. Après, l'appartement est resté vide longtemps, puis les héritiers, des parents éloignés, l'ont vendu. Votre mère était une femme bien. Elle n'a pas eu la vie facile. Elle a tout gardé pour elle. Mais à un moment, elle n'a plus tenu. Elle a raconté. La nuit, de la toux, des pas, quelqu'un debout près du lit, une horreur pareille. Elle est allée à l'église, elle a brûlé des cierges, elle a appelé le prêtre, elle a aspergé d'eau bénite. Rien n'y a fait. Pourquoi alors elle ne m'a rien dit à moi ? La voisine haussa les épaules, comme pour dire « À vous de savoir pourquoi votre propre mère ne s'est pas plainte, n'a pas dit la vérité, n'a pas demandé d'aide à sa fille unique. » Ensuite, une vieille femme à l'église lui a dit « Si quelqu'un est un mort errant, que personne n'a plaint, n'a aimé, mort seul, sans messe, mais attaché à un lieu, il est difficile de le chasser. Mais il y a un moyen, il lui faut de la place. Alors ne lui en laisse pas. Comment ça, ne pas laisser de place ? Ça veut dire que là où c'est vide, un mort s'installe. S'il y a une place libre, un coin vide, il le prendra. Votre mère a tout entassé, non par bêtise, ni par avarice. Vous connaissez le dicton ? La nature a horreur du vide. Sauf qu'ici, il n'y avait rien de naturel là-dedans, seulement le même principe. Irène rentra chez elle, ne dormit pas jusqu'au matin, allongée dans le noir, se remémorant sa mère. Comment elle érigeait des barricades de carton, comment elle bouchait le moindre interstice entre les meubles, comment elle rapportait sans cesse chez elle des objets inutiles. Tout ce qui ressemblait à une maladie se recomposait désormais en un tout autre tableau. Effrayant, absurde,
mais trop précis pour être balayé d'un revers de main. Elle appela elle-même Mathieu et lui demanda comment il allait. « Il s'assoit sur le lit », répondit-il d'une voix sourde. « Je ne dors plus. Je n'arrive plus à trouver le sommeil la nuit. Je le vois tout le temps. » Le vieil homme. Irène se décida. Cela ne pouvait plus durer ainsi. « Faites vos bagages, je vous rembourse. »« Il veut, » répondit Mathieu d'une voix ensommeillée. Puis, après une courte pause, il reprit d'un ton tout différent, hargneux, rauque. « Moi, je ne veux pas. » « Je vis ici. Compris ? Laisse-moi tranquille. » Mathieu raccrocha. Qu'est-ce que c'était que ça ? Ce n'était pourtant pas sa voix. Non, là, c'était trop. Comment ça, pas sa voix ? Des bêtises. Mathieu était un type ombrageux, instable, qui n'avait pas les idées bien claires. Elle ne devrait pas prêter attention à ses lubies. N'avait-elle pas assez de ses propres soucis ? Irène se força, par un effort de volonté, à ne plus y penser. Or, cette nuit-là même, survint cet appel désespéré qui avait réveillé Irène. Et la voilà maintenant sur le seuil, regardant Mathieu, tandis que celui-ci la fixait avec haine, avec les yeux d'un inconnu malveillant. De l'appartement, derrière lui, montait un froid glacial. La lumière était allumée dans la pièce, mais elle semblait ne pas atteindre les coins, y laissant des trous noirs. Dans l'entrée, ça sentait le tabac, la nourriture brûlée, quelque chose d'aigre, d'hospitalier au mauvais sens du terme. « Matt !» appela-t-elle, « regardez-moi. » Pendant un instant, le visage du jeune homme trembla, comme de l'eau dans un verre. L'aigreur sénile glissa, et en dessous, perça la terreur. « C'est vous, oui ? Vous êtes venu quand même ? Aidez-moi, ne partez pas, sinon je disparaîtrai, et lui, il restera. » Irène avança d'un pas, mais Mathieu recula. Sa bouche se tordit de nouveau. « Je ne vous laisse pas entrer. Ça va et ça vient ici, ça piétine, ça s'incruste. C'est pas votre appartement, c'est le mien. » « Vous devez partir, » dit Irène fort et fermement. « Vous n'avez rien à faire ici. » Mathieu se mit à tousser. Une toux sèche, éreintante, sifflante. Le genre de toux qui ne sort pas de poumons jeunes, mais qui vit dans une cage thoracique depuis des décennies, s'y accumulant comme la rouille sur le fer. Irène sentit que si elle laissait la peur prendre le dessus, la submerger, elle ne pourrait plus entrer dans l'appartement et ne sauverait pas ce pauvre garçon. Le mort les vaincrait tous les deux, Mathieu et elle. Il ne resterait qu'un homme grincheux, éternellement mécontent de tout, avec le visage de Mathieu et les yeux de Monsieur Grégoire. La femme sortit son téléphone, ouvrit son application bancaire, transféra la somme nécessaire et montra l'écran à l'homme debout devant elle. Voilà, l'argent est chez vous. Vous ne louez plus cet appartement. Vous ne pouvez plus rester ici. Elle saisit Mathieu par l'épaule et le poussa vers la cage d'escalier. « Attendez-moi ici. » Irène se précipita dans l'appartement, prit l'ordinateur portable, jeta pêle-mêle des affaires dans un sac, des papiers, des documents tirés des tiroirs du bureau. En un instant terrifiant, elle jeta un œil vers le canapé et vit un homme assis dessus, voûté, gris. Elle se retourna brusquement. Le vieil homme avait disparu. Elle tendit à Mathieu le sac et l'ordinateur portable. Le reste plus tard. Vous récupérerez votre bureau et votre chaise. On s'appellera. Elle éteignit la lumière et verrouilla la porte, laissant le mâle à l'intérieur. Il a dit « Je suis jeune, moi. Peu m'importe où je vis. Mais ici, ça a toujours été chez lui. Et maintenant, il va vivre à travers moi. » Chuchota Mathieu.
Le garçon se tenait dans la cage d'escalier, adossé au mur, terrifié, faible, comme vidé de ses forces. En dehors de l'appartement, ce n'était plus que Mathieu. Le vieil homme était resté à l'intérieur. Il s'infiltrait en moi jour après jour, et il aurait fini par y arriver complètement. « Il est mort », dit Irène d'un ton dur. « C'est fini. » Ils sortirent de l'immeuble. Irène installa Mathieu dans la voiture. Il dit qu'il pourrait passer la nuit chez son frère et sa belle-sœur. C'est là qu'elle le conduisit. Irène ne remit pas les pieds dans l'appartement de sa mère pendant une semaine, rongée par la culpabilité, pensant sans cesse à ce que sa mère avait dû endurer, alors qu'elle-même s'était tue. S'était débrouillée comme elle avait pu, avait supporté les moqueries et l'agacement de sa fille, avait lutté contre ce cauchemar de la seule manière qu'elle connaissait. Au début, Irène pensait « Je vends l'appartement immédiatement, en dessous du prix du marché, et que le nouveau propriétaire se débrouille. Ce n'est plus mon problème. » Mais cette pensée était mauvaise, viciée. Sa mère, elle, avait agi autrement. Elle ne s'était pas débarrassée de l'appartement. Elle s'était battue, enfermant le mal à l'intérieur, l'empêchant de sortir, sans exposer d'autres personnes qui n'en sauraient rien à ce danger. Et si l'on fermait la porte et qu'on oubliait, si l'on payait les charges, si l'on gardait les clés dans un tiroir, sans jamais y repenser, la créature derrière la porte, elle, ne disparaîtrait pas pour autant. Elle serait là. Elle attendrait sa prochaine victime et finirait un jour par l'obtenir. Irène se rendit à l'appartement le matin, appela Mathieu, qui s'était déjà remis du choc, vint accompagné de son frère. Et ensemble, ils emballèrent rapidement les affaires restantes, sortirent le fauteuil, démontèrent le bureau. Les hommes partirent et Irène resta. Elle avait apporté avec elle un carton de vaisselle inutile, une pile de magazines, une vieille étagère à livres tirée du débarras. Ces objets remplaceraient ceux emportés par Mathieu, combleraient un peu le vide, comme sa mère l'avait demandé. Bien que ce ne soit, bien sûr, qu'une mesure provisoire. Il faudrait sans doute encore y apporter beaucoup de choses, en attendant qu'Irène trouve, invente une autre issue. Elle devait absolument y arriver, car la nature a horreur du vide. Et ce vide-là, elle le savait désormais, n'attendait qu'à être comblé par autre chose qu'un carton de vaisselle.